Ici Christophe Majus, la voix de la WWE dans les Europes. Salut la compagnie, ici Jean Brassard. Ici Michel Le Tourneur. Bonjour amateurs de lutte, ici Raymond Rougeau. Ici Santino Marella. Ici Speedball Mike Bailey. Ici PCO, the French Canadian Frankenstein. Vous écoutez, soyez-y, mesdames, messieurs, avec Marc Blondin et Hanson GF. It's alive! It's alive! Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. Mon nom est Hanson GF, en compagnie bien évidemment de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Et bien évidemment, self-proclaimed legend, l'homme au mollet d'acier, The Mullet Man, The Mulletator. Mais comme dirait Sylvain Grenier, mon ancien partenaire... Tous les gros ont de gros mollets, j'ajuste à cette liste. Sourd, aveugle, sénile, amnésique. Amnésie, mesdames, messieurs, mais t'es donc pas fin. Tu sais, je ne l'ai pas associé ce que tu disais. Tu sais, je trouvais ça drôle, mais de se faire traiter de tous ces noms-là, c'est pas gentil. Mais Marc, la vérité, c'est choquant. Qu'est-ce que je te dis? Ouais, c'est ça. Je comprends lorsque je regarde ta coupe de cheveux. Bon, c'est toi la langue sale. Hey, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Hey, parle-moi d'autre Simmania là, qui s'en vient le 12 juillet prochain à Sainte-Madeleine. Je vais-tu avoir mon combat contre Gilbert? Ben non, là, tu pas contre Gilbert. Gilbert, c'est un joueur de hockey retraité, un monsieur de 60 ans. Poule mouillée. Animateur de radio. C'est pas un lutteur, là. Faut que tu commences par être capable d'en gagner un de temps en temps, un de tes combats. Pardon? Ben oui. C'est arrangé, cette histoire-là. Tu t'arranges tout le temps que je perde, Blondin. C'est quoi l'affaire? Mais regarde, toi, t'es pas capable de t'arranger pour gagner. On va te trouver quelque chose, un petit défi, là. Fait que on verra Gilbert de l'homme est trop chicken pour venir pas trop chicken, c'est pas un lutteur. C'est pas un lutteur. Fait qu'arrête, il est en forme, puis il se pense en forme, puis il se pense fort, puis musclé, puis toute la patente, puis il n'est pas capable de monter dans le ring avec Hanson GF. Incroyable! Ben lui, il a entendu parler de tes derniers combats, fait que il trouve peut-être dans sa tête, là, je parle pour lui, peut-être qu'il trouve que c'est même pas un défi. Ah ouais, OK. Mais il est mieux de ne pas se sais présenter pas. le 12 juillet à Sainte-Madeleine, Gilbert Delhomme. On va y faire un petit party. Mais là, ça tombe en vente quand, ces billets-là, Marc? C'est en vente présentement sur le pointdevente.com. Pour Simmania, il y a bien sûr table VIP, place de choix, place premium et admission générale. Fait qu'à partir de 25 ça va être une belle soirée sous le thème des vacances, les palmiers, le boombox. Wow! Le style beach party, c'est quoi, comme dans le temps? Exactement. Wow! Hey, je vais vivre ça pour la première fois. Ouais. Alors, ça devrait. Et les gens, et ça, c'est drôle. C'est drôle, c'est pas drôle, mais il y a tellement de monde qui me demande c'est au camping, c'est au camping. Non, c'est pas au camping. C'est au camping? Non, c'est pas au camping. C'est au loisir, le parc des loisirs de Sainte-Madeleine. Et il y a une structure incroyable. On va poster des photos et tout ça. Alors, pluie, pas pluie, on va être couvert. C'est pas un tempo, là. C'est quelque chose. Tout le système de son est déjà encastré. Alors, ça va être une belle soirée. Simmania 6, vendredi 12 juillet, 20h. Et je vais concocter un petit défi pour mon ami Handsome GF. C'est bien mieux. Mais si tu veux qu'il y ait du monde à ton show, ça prend Handsome GF. T'as pas le choix. C'est sûr. Écoute, je voulais prendre quelques petites secondes pour inviter les gens à aller lire sur Jen Goulet ou sur Lufisto
des opérations. C'est très spécial. J'ai pris quelques minutes à la suggestion de David Jouan, David Jouan. le matador des pauvres. Eh, boy, non, le Don Juan des pauvres. C'est une rime, Marc. Matador, Jouan. Ouais, je comprends. Je comprends. Mais faire sa part, vas-y, Marc. C'est ça, lui, il m'a là. dit, va voir ça. C'est peut-être le fun d'en parler sur le podcast. Jen a toujours été très généreuse avec nous sur le CIM. Soyez-y, mesdames, messieurs. Donc, c'est une maladie qui n'est pas reconnue par les gouvernements canadiens et québécois. L'épidémie, je crois. Et je vous suggère d'aller lire. Et elle a un GoFundMe. Alors, si on peut lui aider, c'est des montants astronomiques pour se faire opérer aux États-Unis. Alors voilà, le message est fait. Allez-y. Cette semaine, Ansem, on est déjà rendu au numéro 169 et on parle de la ECW parce que je pense qu'il n'y a pas personne qui le dit en français, ECW. Je pense que je n'ai jamais entendu ces trois lettres-là en français. Et c'est une fédération qui a marqué, les gens sont passionnés quand ils en parlent de la ECW. J'ai été avec toi à un moment donné dans un show TNA où on commentait et Dreamer, j'ai entendu pour une des premières fois de ma carrière des chants de ECW, ECW, ECW. Tu avais Dreamer dans le ring, tu avais Rhino, tu avais aussi Johnny Swinger qui était là à l'époque de ECW. C'était à Slammiversary à Nashville, si ma mémoire est bonne. Ça se peut. Mais c'était la première fois dans le ring. Ouais. Alors, cette semaine, on va explorer le tout. On a trois invités, dont deux se sont manifestés sur la page du groupe Facebook. Soyez-y, mesdames, messieurs. Mais avant, pour mettre la table de Table is Button. Tu veux y aller avec qui? Quoi? Ben, pour partir. Je te parle de mes souvenirs à moi de ECW. Ben, vas-y. Écoute, je vais y aller rapidement, là, mais moi, j'ai suivi la ECW. Non, mais les invités sont extraordinaires cette semaine. Fait que je ne vais pas prendre trop de temps. Moi, j'ai grandi, j'étais plus vieux. Quand j'ai commencé à lutter, la ECW était super forte. Avec Kevin Owens, Kevin Steen, on tripait beaucoup là-dessus, on en écoutait beaucoup. Puis, farce qui est très drôle, quand Kevin a fait son premier heel turn sur un show de Jacques Rougeau, il était venu m'aider dans le ring et notre thème, quand on est sorti, on avait pris la chanson de la ECW comme 2 marques. Ça montrait à quel point on aimait le produit. La ECW a fait faillite, comme on le sait. Ensuite, il y a eu le One Night Stand que WWE a recréé, qui était extraordinaire en 2005. Et en 2006, ils l'ont refait à New York et j'y étais avec une gang d'amis. Et Kevin Owens était là aussi parce qu'il était sur la scène indépendante. Et il y a une photo qui passe toujours sur les médias sociaux de Kevin au Hammerstein Ballroom et qui est à côté de lui? Handsome GF. Wow. Il y a une célébrité puis il n'y a pas célébrité dedans, mais tout ça pour dire que c'était une fédération extraordinaire, poussait les limites, comme tu as dit la semaine passée, pas du tout mon genre de lutte. J'ai tout le temps respecté énormément les gens qui faisaient ce genre de lutte-là. Fait que j'ai bien hâte d'entendre les invités que tu as cette semaine. Alors, présente-nous le premier, mon cher Ansem. Le premier, c'est le professeur Bertrand Hébert qui va nous faire sûrement la genèse de la ECW. Comme on l'a mentionné la semaine dernière, Bert a un tatouage de la ECW, est un grand fan. Donc, j'ai très hâte de l'écouter. Sans plus tarder, on écoute le professeur Bertrand Hébert. On est content de retrouver nul autre que le professeur Bertrand Hébert pour nous parler d'une fédération dont je ne connais presque rien, soit la Extreme Championship Wrestling, la ECW. Comment vas-tu? Ça va super bien. Et sans vouloir frapper sur mes propres tambours et claironner mes propres trompettes, je te dirais que tu parles probablement à la très bonne personne pour parler de ECW. Pourquoi? Puis pas à un niveau superficiel. Professorial? Non? OK. Non, pas à un niveau superficiel parce qu'il y a beaucoup plus à la ECW que la lutte extrême. Ce qui est devenu aujourd'hui la lutte extrême ou la lutte hardcore.
Moi, j'étais là quand j'étais un fan de lutte, qui faisait partie des fans désenchantés par la WWE à cette époque-là. Ça veut dire quoi, cette époque-là? Début des années 90. Euh, la Eastern Championship Wrestling va naître des cendres de ce qui était la TWA, ou la Tri-State Wrestling Alliance de Joel Goodhart, qui avait la réputation, et les gens chercheront la TWA et les spectacles. Il y avait des très bons lutteurs sur ces spectacles-là. Malheureusement, souvent, à un point tel que c'était pas rentable. C'est pour ça que la fédération est morte de sa belle mort. Par contre, présentait des spectacles et des shows intéressants. Entre autres, bon, Cactus Jack, les Midnight Express, des gros noms, mais des gars qui étaient des bons travaillants, des forts travaillants. Un des derniers investisseurs dans la TWA est Todd Gordon. Todd Gordon qui possède un magasin de prêt sur gage à Philadelphie. Et Todd Gordon, de là, plutôt que de continuer avec Joel Goodhart, va partir ce qui va s'appeler alors Eastern Championship Wrestling, donc ECW. Et il va engager comme booker Eddie Gilbert. Ça, c'est un nom qui me dit quoi? Qui est un nom qui a fait le tour du monde de la lutte, qui avait plusieurs démons décédés aujourd'hui. Joel Goodhart a un lien, c'est l'ancien mari de Missy Hyatt. Il était connecté avec plusieurs gars de la WCW, dont Paul Heyman, et va faire venir Paul Heyman à la Eastern Championship Wrestling pour être son assistant ou pour aider au booking. Quand les choses vont dégénérer avec Eddie Gilbert, c'est donc là que Paul Heyman va hériter du booking de la Eastern Championship Wrestling. Et la Eastern Championship Wrestling, même avant de devenir Extreme, va bâtir sa réputation sur présenter de la bonne lutte. OK. Et, qui devrait être la base de toute fédération. Devrait être la base de toute fédération. Mais c'est dans le post-WWF, là, 1987, 88, 89, où on va présenter des galas à WrestleMania 3, puis des choses comme ça devant des milliers de personnes, il y a comme une légère perte de vitesse. Et dans la lutte indépendante, depuis le début des années 80, il y a une perte de vitesse. C'est-à-dire que souvent, la scène indépendante, c'est un gars qui a déjà eu un nom, qui vient collecter le plus gros salaire possible tout en faisant le moins de choses possible. Ce qui donne souvent des spectacles médiocres. Faut pas avoir peur des mots. Là, moi, je l'ai vécu, je l'ai vu ici au Québec. Les gens qui présentaient des spectacles essayaient de vendre des shows vendus d'avance, de booker tous les mêmes gars qui avaient déjà travaillé pour l'Office de lutte internationale, comme jobbers souvent, ou comme faire valoir, pour être gentil, et leur avoir une paye, la meilleure paye possible, puis tout le monde s'en allait au camping, ou au festival, ou dans une salle X, faire le moins de choses possible. Donc, ouais. les fameuses images de je prends des prises de tête durant 15 minutes, je marche en bas du ring durant 12 minutes, en revenant à 9 à toutes les fois que l'arbitre compte. Souvent, là, c'était ce que les gars avaient dans la tête comme étant worker un match de lutte. OK. Mais durant ce temps-là, au Japon, au Mexique, en Europe, la lutte, elle a continué d'avancer et personne n'avait cette mentalité-là d'en faire toujours le moins possible. Et c'est un peu cette mentalité-là que Paul Heyman va amener avec Eastern Championship Wrestling, c'est-à-dire qu'il va aller chercher un Terry Funk qui va non seulement donner de la crédibilité à la fédération, mais va venir travailler fort, va ramasser Sabu, qui est la personne la plus en demande et la plus en feu sur le circuit indépendant, en faire la pierre angulaire de sa fédération. D'ailleurs, c'était son premier rôle à la télé à ce moment-là, d'être le handler de Sabu ou le mouthpiece de Sabu, parce que Sabu arrivait un peu comme Hannibal Lecter là, sur une civière avec le masque au visage parce qu'il était comme considéré comme hors de contrôle. Et on va présenter des matchs comme, par exemple, la première three-way dance, le premier triple threat
comme on les appelle aujourd'hui, où on a Sabu, Shane Douglas et Terry Funk dans un triple threat qui va faire un 60 minutes drop. Qui je me souviens très bien. Moi, j'avais fait regarder à tous les lutteurs de la NCW à l'époque. Parce que moi, je commence en 93-94, à peu près en même temps. La ECW, c'est 92 que ça commence en Eastern Championship Wrestling. Et d'ailleurs, Lutte Lanaudière, qui était l'ancêtre de la NCW, s'appelle Northern Championship Wrestling à partir du moment où moi j'arrive. Et le concept vient de Eastern. Nous, on est dans le Nord, on est Northern Championship Wrestling. Donc, la NCW, tu sais, c'est lettres des origines de la ECW. Et à partir de là, c'est le fameux tournoi pour la NWA, pour le championnat du monde de la NWA, à laquelle la Eastern Championship Wrestling est associée, donc est une des petites promotions maintenant membre de la National Wrestling Alliance. Mais là, à la grande surprise, on choisit Shane Douglas, qui était le champion de la Eastern Championship Wrestling, pour gagner ce tournoi-là et représenter la NWA. Et là, il va se passer un shoot ou un double cross dans le milieu de l'arène et Shane Douglas va, en remportant le championnat de la NWA, la prendre, la ceinture, et la jeter par terre en disant qu'il renie cette ceinture-là, qu'elle n'est plus la ceinture du présent et qu'il renomme sa ceinture Eastern Championship Wrestling en Extreme Championship Wrestling et qu'il se déclare champion du monde de la Extreme Championship Wrestling. Et là, je peux-tu t'arrêter? Arrive en jeu. Je peux-tu t'arrêter? Oui. Il a pas fait quelque chose du genre avec la WCW? Non. Shane Douglas? Non. Quoi? OK. Quand il a fini par arriver à la WCW, Shane Douglas va rejouer un peu ce personnage-là qui était anti-Ric Flair, anti-establishment, mais c'est ce qui l'a mis au monde un petit peu, là. Il va dénigrer les anciens champions de la NWA. Il va souvent s'attaquer à Ric Flair et l'appeler Dick Flair. Donc, c'est à l'époque, c'est ce qui va mettre Shane Douglas au monde. Et le championnat va prendre toute son ampleur par la suite. Et bon, au travers de ça, bien sûr, on va avoir les néons, les tables. Pas les néons. Et ça, c'est une nuance importante. Il n'y a jamais eu de néon à ma connaissance avec ECW. On va avoir des tables en masse, des chaises en masse. On va avoir même des matchs de barbelés à certains moments. Pas 8 par année ou un annuellement. Il y en a quelques-uns, peut-être même juste un qui est très célèbre, le fameux Terry Funk contre Sabu, où après que les gars étaient tellement enrubanés dans le barbelé que je ne crois pas qu'il y a eu d'autres combats par la suite. Mais ça l'a comme donné cette espèce de cachet où tout pouvait arriver. Mais appelons ECW un énorme laboratoire où on allait plus loin que de faire le moins possible. On voulait que tu payes ton billet et tu aies le goût d'acheter ton billet pour la semaine d'après. On cachait les défauts des lutteurs et surtout, on rehaussait le talent des lutteurs ou les forces des lutteurs. Public Enemy, là, Flyboy, Rocco Rock et Johnny Grunge étaient des superstars au ECW Arena. Et n'ont pas réussi à la WWF, n'ont pas réussi à la WCW, parce que Paul Heyman avait cette façon de leur donner du micro puis des vignettes, les vignettes Pulp Fiction des émissions de lutte de ECW avec la musique de Pulp Fiction et sont de toute beauté pour la création puis la mise en place des personnages parce que tout le monde avait plusieurs secondes, voire 1 minute de vignettes dans ce montage-là qui durait quelquefois 2 à 3 minutes. Et tu avais justement un petit bout avec Raven et son flock. Tu avais Shane Douglas, tu avais Paul Heyman. Tout le monde avait son petit bout. Et là, tout le monde pouvait mettre over son personnage. C'est vraiment ce qui a fait toute la différence dans ECW parce que je me souviens pas que Flyboy, Rocco Rock et Johnny Grunge n'ont jamais eu une entrevue comme telle à la WCW ou à la WWE leur permettant de mettre over le personnage. Tandis qu'avec ECW, il y a des vignettes célèbres de eux à 3 heures du matin dans un parc à Philadelphie qui grimpent après un arbre, l'autre qui tombe, puis eux qui mettent over le personnage de gars de la rue.
Et il était excessivement divertissant. Et c'est pour ça que quand tu arrivais dans le combat puis tu lui donnais la place principale, ben là, c'était toute une différente expérience de s'attaquer à des légendes comme Dory, Terry Funk, puis les suspendre après le balcon du ECW Arena par les pieds, que de perdre contre APA ou contre nos Amazing French Canadians à la WCW. Donc, c'est vraiment là qu'était la force de la fédération et elle va créer ce sentiment d'appartenance-là pour les fans, de dire c'est notre fédération, c'est notre place et va aussi, et dans toute la force de Paul Heyman, qui à ce jour, jusqu'au Hall of Fame de cette année où il a été introduit par la WWE à Philadelphie, of all places, c'est us against the world. Et ce feeling-là reste à ce jour. Moi, ECW, la vraie ECW, parce que c'est pas se pitcher dans des néons ECW, c'est pas se pitcher en bas du 26e balcon sans protection. C'était de donner aux fans un produit, puis des personnages, puis d'être divertis, puis d'avoir le goût de voir l'épisode la semaine prochaine. Moi, on l'avait pas ECW ici, là. Moi, je faisais des échanges de cassettes VHS pour avoir les combats, puis tout. J'ai encore toute cette collection-là. Même si le network propose certaines, c'est pas la même chose. Les musiques comme Pulp Fiction ont disparu à cause des droits. Donc, ce feeling-là est hors du commun. Écoutez, la ECW va mourir en 2001, mais va être ressuscitée 4 ans plus tard par la WWE. Mais il y a un amour, puis il y a ce sentiment-là de nous contre le monde entier qui est toujours présent. Ce que tu dis là, je l'ai entendu il y a un mois à peine au 83 Weeks with Eric Bischoff, quand il parlait de Tony Khan, puis qu'il disait, au lieu de dire que tu es meilleur que WWE, que tu vas les compétitionner, que tu vas réussir, prends l'avenue de Paul Heyman qui a pris à la ICW. Mets-toi plus bas, puis mets-toi comme un peu le underdog. Arrête de te mettre over alors que tu n'es pas over. Mets-toi un underdog. C'est incroyable. Parce que je savais pas l'histoire, mais en écoutant ça, ce que tu viens de me conter, j'ai fait comme OK. Puis, et je veux dire, à ce jour, les gens aiment ECW. On connaît tous plus récemment Rob Van Dam, qui a eu toute une carrière à la WWE après, mais qui, à la fin de la ECW, va être la star. Et d'ailleurs, va devenir champion du monde avec la WWE également et un membre de la Hall of Fame. Donc, c'était pas un petit joueur. Plusieurs personnes à ce jour continuent de faire de l'argent avec la lutte, que ce soit Sandman, Shane Douglas, Francine, parce qu'ils ont fait leur nom avec ECW et ils ont malheureusement, dans certains cas, jamais eu le même succès ailleurs ou même jamais eu l'opportunité d'avoir le même succès ailleurs. Et moi, ce que je trouve dommage, c'est que vouloir être hardcore au début, quand la ECW a commencé, ça voulait dire donner un bon show. Ça voulait dire pas faire une prise de tête durant 15 minutes, mais donner un bon spectacle, peu importe le nombre de fans, puis s'assurer que tu étais fier d'avoir payé ton argent pour ton billet, puis tu étais fier de repayer pour revenir la semaine prochaine, et non pas dire « pas sûr que je veux payer pour voir ça ». Et ce qui était souvent le feeling dans ces années-là. Donc, c'est ça que ECW a changé, c'est ça que ECW a voulu dire. Puis, écoute, quand ils vont ressusciter la ECW, le premier One Night Stand est certainement une des plus belles soirées de pay-per-view que j'ai vues dans ma vie. Tu sentais cette énergie-là sur place tout au long de la soirée, de l'apparition de Joey Styles, qui était la voix de ECW, qui était une surprise, jusqu'à Mick Foley qui dit quand Sandman arrive, The band is back together, alors que toute la foule chante la chanson Enter the Sandman à l'unisson au Manhattan Center. C'est de toute beauté. Moi, je peux écouter ce moment-là
tant de fois que tu veux. Je l'ai écouté je ne sais pas combien de fois. T'as la chair de poule, you got the chair de La chair de poule. poulet, double. Moi, je peux te poser une question? Oui. Quand tu parles de l'aréna, puis là, tu parles du Manhattan Center, là, c'était, est-ce qu'eux autres faisaient leur spectacle à peu près toujours dans la même place ou les mêmes places? Et combien il y avait de monde dans ces shows-là? Ben, écoute, le ECW Arena a eu plusieurs configurations. Là, c'est le fameux Bingo Hall d'origine de Philadelphie qui est toujours en place, qui a été rempli à plusieurs moments lors du week-end de WrestleMania, encore cette année, qui est un building mythique à Philadelphie. Moi, j'y ai mis les pieds 2 fois. J'ai pas encore vu de lutte au ECW Arena, mais je suis allé avec Pat Patterson quand on a fait une convention, puis je suis allé là, tout récemment là, avec PCO. Là, et dans les 2 cas, je suis rentré par la porte d'en arrière et non pas par la porte d'en avant. Donc, c'est toujours spécial pour moi. Au ECW Arena, d'ailleurs, tu as des bannières au plafond, un peu comme la Coupe Stanley, des gars qui ont fait la renommée de l'aréna. Donc, ça, c'est vraiment spécial pour les fans de cette époque-là. C'est un endroit qui est mythique. Tu te promènes là, puis tu imagines, même si la salle n'a plus aucune configuration qui ressemble à ce qu'elle était à l'époque sur les images, c'est là que les gens ont lancé les chaises dans l'arène pour ensevelir Mick Foley puis Terry Funk. C'est là que Tommy Dreamer a lancé au travers des tables dans un match d'échafaud Brian Lee. C'est là que Paul Heyman a annoncé le premier pay-per-view qui était aussi magique parce que c'est clairement ça. Mais c'est une fédération qui va être entre Philadelphie et New York, puis tout ce qu'il y a entre, ça va se promener. Manhattan Center, ça va devenir leur home à New York. Ils vont avoir plusieurs house shows dans divers endroits, dans des bars, dans des petites salles, dans ce qu'ils réussissaient à faire. Il y avait et c'est pas tout ce qu'on voyait à la télé, là, parce que c'était une promotion qui non seulement roulait ses house shows, ses pay-per-view et ses shows de télévision, mais aussi allait filmer ou à faire des galas dans des plus petites salles, dans des house shows. Il y avait des shows vendus à des endroits, etc. Donc, c'était vraiment hustle, hustle, hustle. Et ce qui va les conduire à devenir la 3e promotion majeure. Ils vont avoir des foules qui vont aller de quelques centaines de personnes à plusieurs milliers, dépendamment de la capacité de la salle. Et en 2005, ce revival-là va les prendre un peu par surprise parce que, bon, les gars sont encore en forme en 2005 dans plusieurs des cas. Mais il est arrivé quoi en 2001 et 2005? En 2001, ECW va faire faillite officiellement. OK. Donc, il est bon de rappeler ici que ECW fait faillite parce que il y a plusieurs millions de dollars pris en pay-per-view parce que les compagnies de pay-per-view payent des mois plus tard. Ouais. Il y a également une chose à noter, c'est que c'est l'époque où WWE s'en va de USA Network vers TNN, de National Network à l'époque, qui est maintenant aujourd'hui le Paramount Network aux États-Unis. C'est là que TNA va être plusieurs années plus tard, après le départ de la WWE. ECW est la première lutte sur ce poste de télé-là national. Cependant, quand ils signent WWE, ils donnent leur 4% à ECW. Mais ECW passe très proche de signer avec USA Network qui venait de perdre WWE. Même à rabais, si ECW signe avec USA Network à l'époque, l'histoire aurait pu être différente. Ouais. Mais Paul Heyman va faire faillite personnelle, faillite de business, va engloutir des milliers de dollars de l'argent familial. Son père est un avocat célèbre de New York. Après avoir racheté ECW de Todd Gordon, parce que pas bien longtemps après avoir été nommé Booker en chef, quelque part autour du premier pay-per-view, il va y avoir un rachat complet et Paul Heyman va devenir le propriétaire unique de la fédération. Mais comme tout propriétaire de lutte, souvent, dans ces états-là, va tenir le tout
par un mensonge, en un bout de corde, un papier de médecin, un faux papier pour que le gars ait un avion à rabais sous le prétexte qu'il vient à des funérailles. Tout va être fait et essayé dans cette période-là pour juste rester à flot, mais être super créatif. Parce que Paul Heyman était une personne qui avait tenté avec la WCW de devenir plus influent au niveau booking, puis que des erreurs ne soient pas commises, puis de présenter des choses. Puis il va toujours être shut down, va être relégué à un rôle d'annonceur. Pourtant, Paul Heyman est un student of the game. Il y a une photo célèbre de Paul Heyman au Madison Square Garden avec Lou Albano, Grand Wizard et Fred Blassie, bien des années avant qu'il devienne un gérant, alors qu'il n'est que simple photographe. Il y a également là, une histoire célèbre que Paul Heyman raconte dans son DVD où il va aller comme journaliste voir un pay-per-view de la WCW et trouver une façon d'assister au production meeting de Dusty Rhodes, puis apprendre de Dusty Rhodes également. Donc, c'est vraiment le qualificatif de Student of the Game. Paul Heyman répond à ça. Et en plus de ça, ben, il a réussi. Et il a réussi à différents niveaux avec ECW, mais au-delà de ECW jusqu'à aujourd'hui avec le Bloodline. Ben oui. Envers et contre tous. Moi, je dirais qu'en 2006, quand je vais au deuxième revival de ECW, qui est le One Night Stand 2006, je suis présent dans la salle. C'est sûrement le show de lutte le plus incroyable du premier match au dernier match que j'ai vu en personne parce que la foule était tout le temps en réaction. C'était pas comme la France parce qu'à la télé, ça ressort pas la même chose, mais on aurait dit que section par section, parce que moi, dans ma section, il y a plein de choses qui se passaient qu'on ressentait pas à la télévision. Mais ce show-là est entre autres marqué par le lancer du T-shirt de John Cena, alors que les fans John Cena lance son T-shirt dans la foule avant son match contre Rob Van Dam et à plusieurs reprises, les gens relancent le chandail dans l'arène, passez-moi l'expression, se torchent avec le chandail et le relancent. Je veux dire, moi, c'est le jour où je suis devenu un fan de John Cena parce que clairement, John Cena, cette journée-là, comprenait ce qui se passait et réagissait à ce qui se passait avec les fans. Et c'était fantastique. C'est le fameux soir où c'était écrit If Cena wins, we riot. Et j'aurais tendance à penser que ça serait potentiellement arrivé. On se posait la question, qu'est-ce qui se passe si Rob Van Dam ne devient pas champion du monde? Et c'est là que, Paul Heyman va non seulement dire qu'il est champion de WWE, mais il est par conséquent également le nouveau champion de ECW. Un titre que Van Damme n'avait pas gagné dans l'original, et on va tenter de faire revivre ECW là, sur le Sci-Fi Channel, mais brandé WWE. On s'entend que c'est pas la période glorieuse de ECW. Ben non. Mais faut pas être un grand historien de lutte pour réaliser comment improbable que c'est de remettre en vie un brand qui est mort comme ECW. Faut qu'il y ait un amour profond de ces lettres-là auprès des fans. Dans les dernières années, là, avec les nouvelles storylines, les nouveaux fans, on s'éloigne tranquillement de ça. Les chants de ECW ou ECW ont légèrement diminué, mais ça a duré 20 ans ou presque après la mort de l'original. C'est pas peu dire. Pour moi, ECW, c'est ce que ça représente d'être un fan de lutte, c'est ce que ça représente de présenter une lutte pour les fans, de ne pas avoir peur d'essayer, mais surtout vouloir présenter un bon show de lutte, parce qu'on dit souvent encourager la lutte. Mais encourager la bonne lutte. Ouais. Quand c'était ECW, il y avait. Aujourd'hui, il y a des affaires qui ont mal vieilli, des affaires qui ont moins bien vieilli, mais le sentiment qu'ils nous ont fait vivre à cette époque-là, lui, ne mourra jamais. Moi, écoute, c'est pas compliqué. ECW, là, c'est tatoué. Ah, ouais. Donc, t'as tatoué. C'est vraiment ce qui a fait de moi le fan de lutte ou le gars de lutte que je suis aujourd'hui, à un moment où ça aurait pu être soit j'aurais lâché la lutte parce que c'était tellement rendu plate et ça ne me touchait pas. Ça l'a tout changé à ce point-là dans le temps.
Donc, je porte toujours régulièrement mon I'm a Paul Heyman guy. Je pense que c'est un des plus grands cerveaux de l'histoire de la lutte. Puis, qui a su s'adapter aux changements au fil du temps également, pour toujours te trouver un rôle. Mais les petits conseils qu'il donne aujourd'hui à des Rhea Ripley ou à des Sami Zayn ou à des Kevin Owens ou à combien d'autres backstage, c'est des parcelles de connaissances puis que les gars vont utiliser et réutiliser, puis un jour partager avec d'autres. Donc, ça a un poids énorme dans l'héritage que la business va avoir face à ECW. L'Attitude Era, les Cruiserweight à WCW, ça a tout commencé sur la rue Swanson à Philadelphie, dans le Bingo Hall, que tout le monde aimait ridiculiser. Mais, comme Paul Heyman nous a dit, dans le même Bingo Hall, backstage, avant leur premier pay-per-view, you've made it to the dance. Puis ECW, qui disent ce qu'ils veulent, ECW était peut-être numéro 3, but she made it to the dance. Ouais. Écoute, je te connais depuis quand même plusieurs années. Je me doutais vraiment pas de cet amour-là pour la ECW. Et ce qui est drôle, c'est quand tu parles de WWE, tu le dis en français, mais quand tu parles de ECW, tu le dis en anglais. On peut pas. C'est comme juste une façon de le dire. Moi, j'ai vécu le ECW chant quand que Tommy Dreamer à la TNA était sur le ring. C'était la première fois que je vivais ça. C'était pas très loud, là, mais c'était quand même ECW. C'était spécial. Wow, j'aurais aimé ça, vivre ça, ce que tu as vécu, Bert. Wow. Je veux dire, recevoir ton tape de ECW avec 4 épisodes d'une heure dessus, c'était comme Noël en été. Là. Hey boy. Parce que c'était justement les vignettes, les nouveaux personnages. C'était, tu sais, quand quelqu'un met le doigt sur ce qui est hot dans cette année-là, ouais. et s'est présenté à la lutte, c'était un peu ça là, qui se passait. Wow. Là. Donc, c'est vraiment des beaux souvenirs, puis c'est ce qui a fait de moi un fan de lutte pour la vie. Écoute, ce fut très intéressant et en plus, on a tous ressenti ton amour et cette, je ne sais pas comment dire ça, je cherche le terme, là, mais t'es vraiment plus que le professeur quand on parle de ECW. C'est clair, là, je veux dire, la chair de police, là, ouais. Je veux dire, c'est ça, là. Puis j'ai eu cette chair de poule-là, puis ces mêmes sentiments-là que j'ai dans mon souvenir durant le speech du Hall of Fame de Paul Heyman. Là. Que j'ai vu écouter, là, avec sa casquette de... Quand tu sors le stock de la boîte, là, ah, oui. Le téléphone. Ça, il nous l'a dit, hein. If you think it's over, là, we're just getting started, là, ouais. C'est ça, c'est us against the world. Puis, tu sais, en plus, dans son speech, il dit un peu, j'ai gagné la guerre. I'm a Paul Levesque guy. Ouais. Hey. Bertrand, merci beaucoup pour ces comment je pourrais dire ça? Ce moment d'intensité sur la ECW. Je pense qu'il y en a plusieurs, tout comme moi, qui vont découvrir, malgré où on est aujourd'hui là-dedans, ce qu'était la Eastern Championship Wrestling. La vraie lutte hardcore qui se passe ici. Là. Merci, Bert, au plaisir. On est de retour au podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs. Marc, tu as eu la chance de t'entretenir avec le parrain de la lutte québécoise, Joey Soprano, qui est un fan fini de la ECW. Ben oui, parce que Joey, ça fait quelques fois qu'on l'a comme invité sur le CIM et il regarde toujours ce qui se passe sur les posts de notre page Facebook du groupe. Et là, quand j'ai vu son commentaire, écoute, on a entendu la passion de Bertrand. C'était probablement une de ses chroniques les plus passionnées qu'il nous a livrées depuis le début de l'historique du CIM.
Intense autant que lorsqu'il chante au karaoké. Eh, boy. Et Soprano, la même chose. Joey me disait, écoute, j'ai des choses à parler. C'est venu me chercher cette période-là. Alors, sans perdre de temps, pourquoi ne pas aller directement avec le parrain, mon cher Handsome? Alors, le voici, parlant de la ECW, Joey Soprano. On est content de le retrouver après une longue absence sur le podcast Sim. Soyez-y, mesdames, messieurs. Joey Soprano dit le parrain est là. Salut, comment allez-vous, parrain? Ça va très bien, Marc. Merci de me recevoir. Ça me fait grandement plaisir de revenir. J'embrasse votre main, comme à tous les parrains qui se respectent. Et lui, il a compris. T'es en forme? Ah, très grande forme, top shape. Es-tu sûr? Top shape? Oh, regarde, pas au niveau d'Adsub GF, là, mais regarde. Ça, c'est impossible, là, mais ça passe. Ah, t'aurais dû le voir à Simmania 5 à côté de René Dupré. Il n'y avait pas de l'air si top shape que ça, on va te dire. Oui, bien, René Dupré, ça, c'est une autre paire de manches, ça. Exactement. Écoute, Joey, on est là. Malheureusement, on ne te voit pas. Toujours des problèmes de caméra, mais comme tu l'as dit, c'est peut-être une bonne affaire pour les fans de ne pas te voir de proche. Et aussi de ne pas me relocaliser dans mon bunker. Exactement. Mais on voulait te parler de la ECW. Je viens de faire une entrevue avec Bertrand Hébert, si intense et impliqué. Lui, c'est venu chercher cette fédération-là, comment que ça c'était de la vraie bonne lutte dans une époque où la WWF offrait un produit qui était de moins bonne qualité. Pour Joey Soprano, quand j'ai mis ça sur le groupe, ça y a dit quoi? Ça dit quoi la ECW? Ben, moi, je suis un fan de lutte depuis que j'ai 4 ans. Ça date environ des milieux des années 80. Et je suis bien d'accord avec Bertrand que le produit de la WWF et même celui de WCW à l'époque, ça commençait, mais ça c'était avant même la NWO, avant que ça commence à prendre l'ampleur, puis que là, la lutte reprenait un boom. Mais là, la lutte commençait à devenir... je vais donner un exemple de Paul Heyman, quand dans plusieurs entrevues, il le dit. Au milieu des années 90, là, le glam rock, le 80s hair metal, c'est devenu démodé, passé date, et la lutte, c'était rendu ça, le hair metal. Fait que là, arrive ECW, qui était le grunge de la lutte, qui était comme Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains, et ça, ces groupes-là de Seattle. Ça a comme complètement changé la façon de voir de la lutte. C'était un produit complètement nouveau, complètement différent des autres, un produit plus réaliste, puis c'est vraiment venu me chercher parce que depuis que je suis même tout jeune, parce qu'aujourd'hui, le monde qui me connaissent bien savent que j'aime, côté lutte, j'aime quelque chose de réaliste, quelque chose que le monde va dire, je sais que la lutte, c'est un script, mais ça, c'était vrai, ça. Ben, ECW, c'était ça. Tu regardais leur combat, leur style, leurs storylines, les personnages, tu disais, my God, c'est vraiment comme... Est-ce que c'est réel, qu'est-ce qu'on voit? Parce que c'est tellement bien fait. Oui, exactement. C'était ça... Et comment dire, c'était comme... il était capable de brouiller les lignes entre la réalité et la fiction, Paul Heyman, avec son produit. Fait que pour toi, la ECW, c'est Paul Heyman. Oui, ben c'est son bébé. Je sais que tu as parlé avec Bertrand Hébert avant moi, puis lui, il parlait de l'historique de la ECW. Comme tu sais, c'était pas... je ne sais pas s'il l'a... Ben, j'imagine que oui, parce que, regarde, Bertrand Hébert, il connaît quand même assez bien son histoire. Et ça n'a pas commencé avec Paul Heyman, ça a commencé avec un dénommé Todd Gordon. C'était Eastern Championship Wrestling avant Extreme. Exact. Ben là, arrive Paul Heyman qui sort de WCW, puis là, il était rendu le booker appointé par Todd Gordon lui-même, puis il a complètement changé le produit. Ça a changé. Le E, c'était rendu extrême.
au lieu de Eastern. Il a donné, c'est ça, c'est la version, le bébé, la vision à Paul Heyman. Qu'est-ce que le produit d'ECW qu'on nous a présenté, c'était vraiment la vision de Paul Heyman. Et il y avait une vision depuis le départ quand ils l'ont pris sous la bannière d'ECW, genre en 93. Toi, as-tu eu la chance de voir des spectacles live de la ECW? Malheureusement, non, parce que ils sont venus juste une fois au Canada, c'était en 2000, c'était à Mississauga, en Ontario. Malheureusement, j'ai manqué ma chance. Mais même ici, pour le voir à TV, écoute, il fallait avoir un satellite. Fallait avoir un satellite, même des fois un satellite piraté pour pogner un poste américain, parce qu'en plus, aux États-Unis, ça jouait des fois à des petits postes indépendants, que ça jouait à genre 2 heures, 3 heures du matin. Fait qu'il fallait vraiment chercher pour l'avoir. Fait que moi, j'ai découvert ça grâce à un phénomène underground qui appelait ça dans les années 90, le tape trading. C'est ça. Bertrand disait, quand il recevait les cassettes, là, c'était comme Noël. Oui, exactement. C'était le bon temps pour ça. Tu achetais des revues de lutte, les revues noires et blancs, puis tu avais des publicités, puis tu pouvais commander des cassettes, puis tu pouvais échanger par courrier, pas par courriel, par courrier, parce que ça n'existait pas dans ce temps-là. Tu pouvais échanger par courrier avec des collectionneurs de cassettes, puis tu pouvais en échanger. Ben, c'est un peu comme ça que moi, j'ai commencé. Dis-moi, Joey, si tu avais à nommer des noms, je ne te dis pas un nombre défini, mais des lutteurs pour toi qui sont brandés ECW, tu m'en nommerais. Qui tu nommerais? Écoute, il y en a tellement, mais il y en a tellement, là, c'est comme, t'es vois aujourd'hui ou t'es vois un peu avant qu'ils étaient en fin de carrière, après que ECW a fermé leurs portes, tu sais, ils ont toujours été étiquetés ECW. T'as RVD, Rob Van Dam, qui était, selon moi, la plus grosse star que ECW ont jamais eu, surtout vers la fin. Lui, son style était innovateur, son style high-fly, il a été réinventé. Et ça a tout été grâce à ECW parce que Paul Heyman l'a laissé être lui-même. Fait que lui, c'en est un. T'as Sabu, qui était le premier en Amérique du Nord à utiliser des spots de table dans les combats. Mm-hmm. Définitivement, tu peux pas passer à côté de Sabu. T'as Taz. Taz qui était la tête d'affiche à un certain temps pour ECW. C'était leur star. En plus, il était 5 pieds 8 seulement. Exact. Mais il était baraqué et il était crédible. Il était large pour sa grandeur. Fait que ça passait quand il brassait des gars comme Bam Bam Bigelow puis Bubba Ray Dudley, c'était crédible. Tu y croyais, là. Exact. C'est pas comme un petit cruiserweight. S'il faisait ça, tu disais, ben non, ça fait pas de sens. Mais Taz, ça faisait du sens. Ensuite, Tommy Dreamer. Tommy Dreamer regarde, il luttait avec un chandail ECW. Tu pouvais pas avoir plus ECW que lui. Tu avais Tommy Dreamer qui était comme le cœur et âme de la fédération. Lui, c'était vraiment son personnage. C'était je suis le héros, je suis le sauveur de ECW. C'était carrément ça. Et ensuite, Raven, ce que vous connaissiez très bien, il était le gérant des Quebecers avant de devenir Raven, Johnny Polo. Puis Scotty Levy avant ça. Il était déjà un vétéran établi dans le business avant même qu'il aille à ECW. Il s'est complètement réinventé avec un personnage qui était comme genre un chef de secte. Oui, de flock, de flock. Exact. Et à ECW, ils appelaient ça Raven's Nest, le nid de Raven. Je l'ai vu à Slammiversary qui aurait lieu à Montréal, mais l'an passé, il était là à Slammiversary de Impact Wrestling l'année passée. Oui, c'est vrai, toujours dans le personnage de Raven. Depuis qu'il est devenu Raven en 95, ce personnage-là l'a suivi pour le reste de sa carrière. Paul Heyman l'a bien décrit un moment donné, il l'a appelé le David Koresh de la lutte. David Koresh, tu ne sais pas c'est qui, c'est un autre gourou, chef de secte. C'est lui qui était comme responsable de la fameuse fusillade qu'il y a eu à Waco, au Texas. Oui. C'est vraiment lui qui était comme genre derrière tout ça. Puis Paul Heyman, il a été inspiré de ce personnage-là. Ben, c'était un gars réel. Ben, je veux dire,
cet individu il a été inspiré il a inspiré le personnage de Raven. Ensuite, ça, là, je garde le meilleur pour la fin parce que pour moi, là, c'était comme, il était le icône de East of You. C'est comme, tu peux pas passer East of You sans penser à ce gars-là, c'est The Sandman. Ben oui, ben oui. The Sandman qui avait pour moi, selon moi, il avait la meilleure entrée, pas juste de East of You, mais la meilleure entrée de l'histoire de la lutte. C'était tellement du jamais vu. Rentrer par la foule, s'ouvrir une coupe de bière, les caler, faire boire les fans, la péter sur le front. Il teignait même avant d'entrer dans le ring. Et ça passerait pas aujourd'hui, évidemment. Toi qui es promoteur, je pense pas que tu laisserais passer ça sur ton show, mais ça arrivait que quand il calait une coupe de bière dans la foule, il était déjà dans le ring, il était déjà chaud, puis il était déjà en état d'ébriété. Mais il donnait un bon show comme ça, puis regarde, c'est pas tout le monde qui pouvait s'en sortir comme lui, il pouvait s'en sortir parce que c'était son personnage. Mais la foule mangeait dans sa main quand il rentrait. En plus, avec la musique d'entrée Enter Sandman de Metallica, exact. C'était juste parfait, là. C'était excellent. Dis-moi, Joey, on sent cette passion autant qu'on l'a senti avec Bertrand Hébert. Est-ce que Joey Soprano s'ennuie de ce type de lutte-là aujourd'hui? Oui, j'écoute souvent parce que moi, j'ai une vaste collection de cassettes VHS que j'ai aucune intention de me débarrasser, puis je l'écoute au moins pas une fois par semaine parce que j'en ai trop, mais je veux dire au moins une fois par mois, une fin de semaine, j'ai rien à faire, je m'installe, je regarde une couple de cassettes, une couple de shows des SW. C'est sûr que je vois des affaires qui n'ont pas très bien vieilli, qui aujourd'hui n'ont pas très bien vieilli, que ça passerait pas, là. Comme exemple, les cris que les fans faisaient envers les valets, des choses qui, aujourd'hui, dans les shows indépendants, là, il y a même des messages qui ont passé sur les réseaux sociaux comme pour avertir des commentaires sexistes, des commentaires désobligeants envers les femmes, particulièrement les lutteuses, là, parce qu'aujourd'hui, les valets, il y a des gérantes, il y en a plus. C'est rendu des vraies lutteuses, des vrais athlètes. Et si t'écoutais ECW dans ce temps-là, oh my God, les affaires qu'ils criaient aux valets comme Francine, puis Don Murray, des affaires comme monte tes boules, tu sais, show your, tu sais quoi. Elle a l'herpès. On est à une autre époque. Époque. Aujourd'hui, des fans crient ce genre de commentaires insultants et désobligeants, là, ils se font mettre dehors et ils sont avertis. Ça passe plus aujourd'hui. Fait que ça, c'est une des affaires qui n'ont pas bien vieilli. Il y a le style dans ce temps-là. Oui, c'était innovateur, mais ça a peut-être contribué aussi aux cascades qu'on voit aujourd'hui parce que je trouve que aujourd'hui, le style, il est un peu trop dangereux à mon goût. Un peu trop risqué de ce que je vois certains lutteurs faire. Beaucoup de spots et moins d'histoires. Exact. Mais ECW, il y avait des histoires, mais c'est parce qu'il y en a qui ont pris une partie de ça d'ECW, les spots, les cascades, mais ils n'ont pas passé à l'aspect histoire, puis ça a comme pris une autre ampleur. Fait que ça, par exemple, ECW n'a pas aidé pour que le style soit un peu plus dangereux aujourd'hui. Je pense qu'ils ont contribué beaucoup à ça. Mais je peux pas quand même dire trop de négatif là-dessus parce que c'était différent. Puis selon moi, c'était même nécessaire pour cette époque-là pour se faire remarquer. Exact. Écoute, Joey, c'est toujours un plaisir de te parler et on voit comment tu as gardé cette passion en toi. Alors, tu ne te gênes pas quand tu vois un sujet d'épisode qui t'intéresse. Tu es toujours le bienvenu, mon cher ami. Ben, ça me fait plaisir, Marc, parce que comme j'ai vu l'annonce hier sur le forum dans ton groupe, ECW, ça m'a interpellé. Fait que, crois-moi, si je vois un autre sujet qui m'interpelle, je te ferai signe sans faute, ça va me faire plaisir. Je l'espère bien, mon cher. Ben, merci beaucoup.
On est de retour sur le CIM. Soyez-y, mesdames, messieurs. Deux passionnés, les deux derniers qui ont mangé du ECW. C'est vrai que les deux sont pas petits. Là. Hey, t'es langue sale. Mais là, je vois dans mes notes, Blondin, là, Frédéric Desbiens. Qui est-il? Lui, déjà, c'est un des membres du groupe de la communauté SIM. Il a déjà participé à un de nos podcasts. Il va nous en parler justement, savoir lequel, parce que je m'en souviens plus, comme de raison. Bravo, Marc. Et L'amnésie. Frédéric, j'avais vu passer son commentaire, il était intriguant. Il y avait de quoi de plus à ajouter dans cet épisode-là. Et on va l'écouter tout de suite. Un des membres du groupe Facebook, Frédéric Desbiens, à toi. On est content de le retrouver sur le podcast Sim. Soyez-y, mesdames, messieurs. Frédéric Desbiens est avec nous pour une deuxième visite. Salut, peux-tu t'appeler Fred? Oui, absolument, absolument. Comment vas-tu? Je vais super bien. Et toi, comment ça va, Marc? Oui, ça va bien, ça va bien. Je pense que c'est la première fois en 167 épisodes que je porte une casquette, mais j'arrive pas faire mon frais, mais j'arrive d'un tour de décapotable, puis j'avais mis la casquette. Même moi, je trouve que ça fait drôle. La première fois que tu étais venu comme invité, c'était quoi le sujet? On parlait de Frontier Martial Arts Wrestling, la FMW de Atsushi Onita au Japon. Oui. Je me souviens. Et là, quand tu as vu mon post sur le groupe SIM parlant de ECW, tu t'es dit, hé, tabarouette, que ça me tente de participer à ça. C'est un euphémisme de dire ça. Mettons, si vous aviez été le professeur, puis on avait été dans une salle de classe, puis vous aviez dit y a-t-il quelqu'un ici qui peut me parler de la ECW? J'aurais été le flot, genre super énervé avec le bras qui agite dans les airs. Ce qui est le fun, Frédéric, c'est que quand je t'ai écrit, j'ai dit, garde, on a Joey Soprano qui parle de différentes façons sur le sujet. On a le professeur Bertrand Hébert. Ce que tu m'as amené comme idée, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Peux-tu développer ton idée pourquoi que tu aimais tant la ECW? J'aimais énormément la ECW parce que je trouve que c'est une organisation qui n'aurait pas pu exister dans une autre décennie que les années 90. Pourquoi? On sortait des années 80. Les années 80, c'était niveau fashion, hein. Tu sais, là, à la télé, mettons des trucs comme Stranger Things, puis tout, ils montrent que c'était beaucoup, tu sais, là, coloré, flyé, les paillettes, puis tout. Mais tu sais, il y avait. Mais en même temps, il y avait un côté très conservateur au niveau mode avant que cette mode néon-là arrive. C'est que ça faisait quasiment penser aux années 50. Mais quand les années 80 sont vraiment installées comme il faut avec MTV puis tout, les couleurs ont pris le dessus. La WWF puis MTV, c'était des choses qui étaient vraiment représentatives de ça. C'est que c'était très gomme ballon, c'était très pour les enfants, c'était très coloré, c'était très flyé, c'était très over the top. Moi, je pense à Miami Vice quand tu me dis ça. Oui, exactement. Puis Scarface, des films comme Scarface, Retour vers le futur, ces affaires-là. Puis on arrive dans les années 90, puis d'un côté, il y a les deux grosses organisations qui sont WWF et WCW. WCW, essayait comme de copier la WWF, mais la WWF subissait un peu les conséquences de la fin de la rock and wrestling era. Puis c'était comme si on veut les restants de cette période-là, c'est que, mettons, on rentre dans la période de 93 à 95, où est-ce que la WWF, beaucoup, ils se font rentrer dedans par l'affaire des stéroïdes, les lutteurs sont plus petits, puis ils ont pas mal moins la cote. Mettons, tu regardes les premiers épisodes, les épisodes des 2 premières années de Raw, ça se passe pas dans les grosses arénas, c'est au Manhattan Center. Je pense qu'il y en a un qui se passe dans un gymnase d'école, mais qui réussissent à fitter, là, avec leur éclairage puis tout. Puis, mettons, tu regardes les années 90, niveau culturel puis niveau société, on n'est plus dans l'optimisme des années 80. Non.
C'est comme la décennie commence, il y a Opération Desert Storm. Après ça, c'est une guerre qui est quasiment littéralement diffusée à la TV. Mhm. Après ça, il y a les émeutes de 92, il y a le procès de O.J. Simpson, il y a la musique grunge, il y a des films qui démontrent une réalité pas mal plus dark, comme mettons Boys in the Hood, Dead Presidents. Après ça, mettons, juste un exemple bien simple, là. Est-ce que tu es familier avec les films Bill et Ted's Excellent Adventure? Non. Fait que, mettons, tu regardes le premier film de Bill et Ted, Bill et Ted Excellent Adventure, qui est une capsule temporelle des années 80. Puis là, boum, 2 ans plus tard, tu écoutes Bill et Ted's Bogus Journey, qui est le deuxième. Puis bang, là, c'est un film des années 90 pur et dur, plus dark. Puis, tu sais, juste la manière qu'ils sont habillés. Keanu Reeves, dans le premier, il est comme habillé un peu plus années 80. Puis dans le deuxième, il y a une chemise flanelle. Tu sais, là, comme la mode grunge. Puis, mettons, un fan de lutte, par exemple, mettons, on va dire en 94 ou 95, à Philadelphie, il zappe sur sa TV, il écoute Raw. Principalement, qu'est-ce que c'est? C'est des squash matchs avec des gimmicks. Tu sais, là, loufoque, c'est même pas le mot, là. C'est comme c'est encore plus que ça. Puis, tu sais, c'est pas très actuel, mettons. Puis, tu switches à la ECW, qui est plus dark, plus grunge. Les promos, ça sacre. Il y a de la censure, il y a du sexe, il y a de la violence. C'est beaucoup plus... le rythme est pas mal plus accéléré. Mettons, juste quand vous regardez le montage d'un épisode de Hardcore TV, c'est monté pas mal de la même manière qu'un épisode de genre, mettons, la lutte à Memphis dans les années 80 de Jerry Lawler, où c'est que le show est principalement là pour vendre. Tu sais, là, les house shows, c'est que ça essaie de vendre les gens à venir voir la ECW, vraiment venir voir le spectacle dans l'arena. Mais mettons, ça commence, boum, il y a une promo de quelqu'un. Après ça, hop, il y a un match qui joue. Après ça, oh, ça vire en chaos, il y a 2 personnes qui interviennent. Puis après ça, hey, là, ça devient un match à leur tour. Fait que là, ils commencent à se battre. Là, tu as l'espèce de pause publicitaire qui sert principalement à faire des plugs pour vendre leurs gilets ou vendre les shows qui s'en viennent. Après ça, ça revient, puis ça finit, l'émission finit avec ce qu'ils appelaient dans le temps les promos Pulp Fiction, où c'est qu'il y avait la chanson de Pulp Fiction qui jouait, Missy Lou, puis ça enchaînait une promo après l'autre, bang, 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 juste pour te mettre l'eau à la bouche pour ce qui s'en venait la semaine d'après. C'est là, Frédéric, excuse, je te coupe, que tu me disais que la façon que l'émission était montée, tu la prenais au début, puis elle t'amenait jusqu'à la fin, parce que justement, c'était une façon de faire, d'être captif à l'écran. Oui, parce que mettons, là, quand tu regardes, on va dire, je vais prendre un exemple, tu sais, quand ils faisaient des pay-per-view, quand ils ont commencé à faire des pay-per-view, mettons, en 97, mettons, moi, ce que j'aime, c'est quand j'achète des pay-per-view de la ICW, tu sais, là, quand je regarde des pay-per-view de la ICW, tu sais, j'essaie de trouver la version originale quand il est sorti originalement avec les chansons qui n'ont pas été touchées. Puis c'est pas juste un spectacle que tu regardes, mettons, comme certains shows d'aujourd'hui, c'est que tu fais j'écoute ce show-là parce que je veux voir ce match-là spécifiquement. C'est comme tu startes un show de la ACW, c'est vraiment la définition d'un show. C'est tu l'écoutes au début, il y a quelque chose qui se passe, ça coule vers autre chose, ça coule vers autre chose. Oh, il y a les femmes qui se battent. Oh, il y a un match hardcore. Oh, il y a ça qui se passe, il y a ça qui se passe. Puis c'est comme ça fait juste construire, puis construire, puis construire, puis construire, puis construire. Puis à la fin, ça devient tellement chaotique. C'est tellement prenant que quand le finish arrive à la fin, t'es comme tu sais là, t'es vidé, mais en même temps, t'en redemandes plus parce que c'est ça. Tu sais, c'était. Tu sais, oui, il y avait le hardcore, puis tout, il y avait les armes, tout, mais c'était plus que ça, c'était l'esprit, puis c'était l'esprit des CW, puis c'était comme ça avait le même vibe que, tu sais, je suis allé à des shows metal plusieurs fois,
dans ma vie. Puis c'est vraiment le vibe de ça, c'est que ça vire chaotique. Puis c'est comme, tu sais, là, les fans, c'était plus que des fans. Il y avait comme cette espèce d'esprit-là de communauté où c'est que c'est comme, mettons, quand tu supportes un artiste indépendant, puis tu le vois percer au mainstream. Il y en a qui disent ah, tu sais, il est vendu, il a percé au mainstream, mais les fans de la ICW voulaient que la ECW devienne mainstream. Ils voulaient que ça se fasse connaître, ils voulaient que ça grandisse, que ça continue de fleurir. Toi, c'est ça, c'est mettons les. Toi, Frédéric, t'ennuies-tu de ça? Si je m'ennuie de ça, c'est dur à dire parce que j'ai découvert, j'ai vraiment plongé dans la ICW après qu'elle ait fermé. C'est comme, elle a fermé en 2001, puis moi, à cette époque-là, elle a fermé en janvier 2001, puis moi, j'avais 8 ans dans ce temps-là. Hey boy, OK. T'étais pas rendu dans le grunge. Non, j'ai découvert par après avec l'Internet, LimeWire, c'est que j'avais réussi à télécharger une couple de matchs puis m'intéresser à ça. Puis, mais tu sais, je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant, mais quasiment quelque chose de poétique avec la fin de la ECW parce que quand la ECW est morte, ça a comme été un peu comme un phénix, ou est-ce que c'est. Ben, un phénix. Ça a comme été genre comme quelque chose qui est mort, puis que ses cendres se sont répandues, puis que ça a affecté genre comme tout le jardin qui se trouvait autour. Parce que si la ECW, selon moi, si la ECW avait pas fermé, selon moi, la Ring of Honor n'aurait pas vu le jour. OK. Parce que Rob Feinstein et Gabe Sapolsky étaient des personnes qui travaillaient pour la ECW principalement avec la vente de cassettes, des shows. Fait que quand leur vache à lait est morte, il fallait quelque chose pour remplacer. Il fallait un show pour remplacer ça. Fait que c'est de cette idée-là que la Ring of Honor a vu le jour. C'est comme, puis l'influence est encore là aujourd'hui. Tu regardes Game Changer Wrestling maintenant, puis c'est comme, il y a des matchs, mais tu sais, il y a une histoire qui traverse le show au complet. Mm-hmm. Puis ça a l'esprit chaotique de ça. Juste, mettons, l'entrée de Nick Gage. Les fans se jettent dessus, puis ça fait quasiment un mosh pit, là, c'est fou raide. C'est comme, ça a été quelque chose de vraiment, ça a été quelque chose de vraiment important, selon moi, pour la progression de la lutte. Dans les années 90 jusqu'aux années 2000 et après. Moi, j'ai pas eu la chance de connaître la CW, mais avec toi, avec Joey Soprano et avec Bertrand Hébert dans cet épisode-là, je l'imagine. J'imagine le fan, il se sentait membre de la famille, il se sentait impliqué. Écoute, Frédéric, ce fut très intéressant. Toujours, tu vois les pauses passées des thématiques, tu ne te gênes pas, tu nous fais un coucou et un gros merci d'avoir été avec nous sur le CIM pour parler de cette passion que tu as découvert après la mort de la CW, mais qui est encore vivant en toi. Fait que, oui, merci beaucoup, Marc. Merci, puis à la prochaine. Bye-bye. C'est déjà la fin de ce podcast très, 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 très chargé et très intéressant sur la ECW. Je suis content, Marc, que tu as choisi ce sujet-là, toi qui ne connaissais pas beaucoup le produit. Fait que c'est une des rares fois où habituellement tu me dis, et toi, de ton côté, Marc, mais je ne peux pas rien dire, je ne connaissais rien de la ECW, mais nos trois invités ont piqué ma curiosité, disons. Donc, je suis bien content de l'avoir fait et j'espère que pour les auditeurs et la génération YouTube qui nous regarde, ils ont apprécié. Et est-ce qu'ils vont apprécier l'épisode de la semaine prochaine autant? Oui. Qu'est-ce qu'on a au menu la semaine prochaine? The Ultimate Warrior. Oh, le guerrier ultime. Et qu'il y a des choses à dire. Déjà confirmé, Bertrand Hébert, c'est un de nos invités. Et s'il y en a sur le groupe qui nous écoutent présentement et qui veulent nous parler du Ultimate Warrior, des souvenirs, ce que ça leur fait penser, allez-y, écrivez-nous.
Et je vous rappelle que les billets sont en vente sur lepointdevente.com. Oui. Simmania 6, vendredi le 12 juillet à Sainte-Madeleine, au Parc des loisirs, sous une structure incroyable. Aucune chance de pluie va toucher les spectateurs de Simmania 6. Et la semaine prochaine, on vous donne la carte au complet de cet événement-là, dont le défi, il faut que je trouve un titre pour ton défi, tu vas trouver ta soirée longue. Bon, encore des conspirations. Tu vas lâcher, mon chum Gilbert. Lâche-les. Jamais je vais lâcher Gilbert. Et Marc, de quelle façon? On invite les gens à venir nous rejoindre la semaine prochaine pour d'autres aventures. Pour une 169e fois, je vous dis, soyez-y, mesdames et messieurs.